à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui vendredi 20 décembre et j'ouvre un nouveau vlog. Pour ouvrir le vlog le lundi, je crois que c'est raté. J'ai encore eu une semaine pas mal chargée, du coup voilà seulement que j'ouvre le vlog. Je suis en vacances dans quelques heures et vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte. Je me suis donc fait un petit thé d'Aman de mon calendrier de l'Avent. On va pas faire comme d'habitude et on va enlever tout de suite le sachet de thé. Cacao menthe. L'odeur est folle, en tout cas le sachet de thé quand j'ai ouvert, j'avais l'impression d'ouvrir un paquet de After 8. 100 degrés, c'est chaud, on va attendre quand même encore un peu. J'espère que vous allez bien, que votre réveillon de Noël et que votre Noël s'est bien passé parce qu'à l'heure où est postée cette vidéo, toutes les festivités de Noël normalement sont passées, à part pour ceux qui comme moi ont souvent des festivités à rallonge et ça va durer encore quelques jours. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un unboxing parce qu'en fait cet unboxing est ma lecture en cours, vous allez comprendre. J'ai donc reçu un petit colis de la part de Hurlevent. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Et donc je vous ai dit ma lecture en cours puisque je l'ai sur ma liseuse vu que je suis voix Hurlevent, mais c'est un livre que je n'avais pas eu le temps de lire au mois de septembre. Je l'ai seulement attaqué maintenant, donc je l'ai sur ma liseuse et je l'ai attaqué hier, avant-hier, je ne sais plus. Et j'en suis à peu près à un tiers. Je vais vous en parler un peu plus tout de suite. J'ai donc attaqué La Dague de velours de Rose Castelet. Rose Castelet, on la connaît déjà aux éditions Hurlevent puisque c'est elle qui avait écrit Aux heures sombres de la tyrannie que j'avais lu l'année dernière et que j'avais beaucoup aimé. Beaucoup aimé à ma grande surprise parce que pour être très honnête avec vous, ça se passe autour de la Révolution française et ce n'est pas la période historique que je préfère. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à apercevoir la période historique en lisant cette ENC, parce qu'il faut savoir que les éditions Hurlevent, quand elles nous envoient les ENC, on est totalement à l'aveugle, on sait pas exactement dans quoi on se lance, à part quelques petits mots clés. Mais j'avais très vite compris que c'était pendant la Révolution et je m'étais dit oulala, ça va être compliqué la Révolution et moi, on n'est pas trop copains. Je pense que j'ai eu un prof d'histoire qui m'a laissé un trauma assez violent. Bref, on en revient à nos moutons. J'avais beaucoup aimé Aux heures sombres de la tyrannie. Rose Castelet avait réussi à me réconcilier avec cette période historique. Donc je suis vraiment très contente d'attaquer ce livre. 1797, Paris. Dans l'intimité d'un boudoir de son salon mondain, une femme attend son client. Étendue à demi nue sur un canapé en velours grenat, sur ses lèvres un sourire charmeur, à sa jarretière une dague à la lame aiguisée. Pendant ce temps, à Grignan, un homme quitte son bureau où il vient de cacheter une missive à l'attention d'un certain Napoléon Bonaparte. Tandis que sa femme et ses enfants dorment paisiblement, il rêve de gloire et d'ascension politique. Alors que les tentatives se multiplient pour renverser le régime du Directoire, les destinées se croisent et se nouent dans un tourbillon de complots et de désirs de vengeance. Découvrez ou redécouvrez la plume acérée de Rose Castelet avec une intrigue intense et sulfureuse dans l'univers d'Aux heures sombres de la tyrannie. Au dos, on a un petit bout de la chronique de Marie du conte Lecture de Marie qui dit « Ce roman historique m'a prise au piège, j'ai été envoûtée. De la première à la dernière page, il est rempli de suspense et de secrets qui nous tiennent en haleine jusqu'à la fin du récit. » Et puis évidemment, il y a des petits bouts de chronique d'autres voix. Je vais vous citer par exemple celle de Louane du conte Two Use Readings. Dans ce deuxième opus, l'autrice nous transporte dans une France fragilisée et corrompue, une terre de complots et de jeux de pouvoir où seuls les plus rusés s'en sortiront. Avec une précision historique sans faille, Rose Castelet tisse la toile d'une intrigue haletante, à laquelle nul ne peut être certain de survivre. Il y a également la chronique de Louise. Je suis subjuguée par la qualité narrative de l'autrice et sa capacité à nous immerger. Avec intensité dans le Paris de la fin du XVIIIe siècle, c'est documenté, précis, intelligent. J'en ai un petit peu discuté avec Louise de ce roman-là et elle m'a dit qu'elle a vraiment adoré. Donc voilà, moi j'en ai lu à peu près un tiers. Je vais regarder les petits goodies qui accompagnent cette box. Alors, nous avons du thé à la rose. Thé à la rose, thé vert de Chine et fleurs de rose de France 100% naturel. Ensuite, alors faut faire attention parce que j'ai compris. Nous avons une bougie, un cierge, une chandelle. Nous avons une lettre. Ah, ça je suis déjà tombée dessus, mais j'en dirai pas plus. Une lettre qu'il y a dans le livre. Alors les filles m'ont dit de faire attention parce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait ne pas voir dans le colis. Une invitation. La belle épine a l'honneur de vous convier à son inauguration qui aura lieu le 1er Vendémiaire à 18 h précise. Vendémiaire, je connais pas du tout ce mot. Votre présence sera grandement appréciée. Alors, oh j'en ai partout. Je m'en colle partout.
Sarah, faudrait nous faire un truc au début en nous disant attention, ce colis comporte 4 choses, 5 choses. Attention, ce colis comporte 3 objets. Parce que j'ai toujours peur de passer à côté de quelque chose. Voilà, un très grand merci aux éditions Hurlevent et à Sarah qui prend toujours grand soin de nous préparer de super colis. J'ai fait une autre petite réception que je vais ouvrir avec vous. Ça me vient des éditions Kalman Levy. Et c'est un livre que j'attends avec une grande impatience. C'est le dernier roman de Johanna Gustafsson. Les morsures du silence. Je crois qu'il paraît en janvier. J'ai pas un petit dossier presse avec. Je crois qu'il paraît en janvier ce roman-là. J'ai plus la date exacte en tête, je vous la mettrai en bas. Vêtu d'une aube blanche et coiffé de bougies, un adolescent est retrouvé le crâne fracassé sur l'île de l'Indigo qui fait face à Stockholm. Or, 23 ans plus tôt, une jeune fille a été découverte assassinée elle aussi au même endroit, dans le même costume traditionnellement destiné à fêter la Sainte-Lucie. À l'époque, le petit ami de la victime avait été condamné pour ce meurtre qu'il a toujours nié. Était-il innocent? Le véritable coupable aurait-il frappé à nouveau? Mais pourquoi maintenant? Le commissaire Alexander Storm, avec l'aide inattendue de la policière française Maya Renn, récemment installée en Suède, va obstinément tenter de démêler les fils de cette énigme et mettre au jour un secret enfui depuis si longtemps qu'il a fait bien des ravages. Un thriller glaçant, impitoyable où le lecteur devient lui-même l'enquêteur obsédé par l'envie de résoudre les mystères de cette affaire. Voilà, celui-là, je me le suis programmé tout début janvier, vous en entendrez donc parler très bientôt. Un très grand merci aux éditions Kalman Levy pour l'envoi. Goûtons ce thé. C'est un thé à la menthe, c'est une certitude. Il y a un truc qui va rappeler un petit peu le chocolat, mais c'est pas hyper prononcé. Peut-être que j'aurais aimé que ça le soit davantage. Niveau série en cours, j'ai rien attaqué dernièrement, mais il y en a 2 dans ma watching wishlist, je ne sais pas comment on dit. Pour les séries, il y en a une qui est sur Netflix et il y en a une qui est sur Amazon. Je ne sais pas laquelle on attaquera avec mon mari. Très certainement rien dans les jours à venir parce que ça va être les fêtes et ça va être compliqué. Je ne pense pas que je vous reparlerai série dans ce vlog. Et au niveau de ma lecture audio, je suis toujours dans La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. J'avance tranquillement, j'en suis à un peu plus de la moitié je pense. Les 3/4 peut-être. Mais comme je vous l'ai dit, c'était une relecture et ça je vous en ai déjà parlé dans le précédent vlog. Je vous en reparlerai celui-ci maintenant quand je l'aurai terminé. Voilà, je vais me remettre au travail, finir les quelques dossiers que j'ai à faire avant d'être en vacances. Ensuite, j'ai 2 chroniques en retard, 3 chroniques en retard qu'il faut absolument que je programme pour la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je suis en vacances avec mes enfants et j'aimerais ne pas trop avoir à venir sur mon ordinateur, que ce soit pour mon boulot ou que ce soit pour mon compte Instagram. Je serai très présente bien évidemment parce que ça je le fais toujours avec très grand plaisir, mais je voudrais lever un peu le pied la semaine prochaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. Je vous reprends plus tard. Je viens de terminer de rédiger ma chronique du dernier roman de Clarisse Savard. Chronique qui, quand vous verrez ce vlog, est déjà paru sur Instagram. Je fais toujours à peu près pareil pour rédiger mes chroniques. En général, j'essaie de pas trop avoir de retard. Là, j'ai ça et ça en retard. Je trouve que c'est pas trop mal quand tu vois la semaine que j'ai passée. En fait, j'ai un fichier sur mon ordinateur. J'ai une sorte de base qui est déjà en forme entre guillemets. Ça m'évite de perdre du temps à chaque fois à remettre en place mon texte. J'ai par exemple mes petits tout en bas de mes chroniques, je mets toujours des mots-clés et des hashtags et tout ça c'est déjà pré-enregistré entre guillemets. J'essaye toujours en premier lieu de faire un résumé de l'histoire. Pour ça je m'aide de la 4e parce que j'essaye toujours d'en dire le moins possible. Et j'essaye de me fier à la 4e. Bien souvent, j'en dis moins que la 4e parce que je trouve qu'elle en dit trop. Bon, là, c'est pas le cas. Et puis après, je vous donne mon avis sur la chronique. C'est toujours de cette façon-là que je la rédige. Et puis à la fin de ma chronique, il y a le numéro de ma lecture. Et celle-ci, je ne l'ai pas mise. C'est le dernier point qu'il me reste à mettre. C'était ma 100e lecture de l'année. J'ai lu un petit peu moins cette année que l'année dernière. Très certainement dû à cette période de septembre où j'ai absolument pas lu. Parce que sinon j'ai un rythme quand même plutôt régulier. Et voilà, c'était une chouette petite lecture, cette 100e lecture, mais ça je vous en ai déjà parlé dans le précédent vlog. Et donc voilà, après j'ai ma photo. Mes photos sont en général faites un petit peu à l'avance, donc celle-ci est prête. Et puis je vais mettre ça sur Meta Business. Et voilà, je vais la programmer pour
Celle-ci, elle sortira le 23 décembre. Donc voilà, je vais programmer mon post. En général, mes posts, je les programme 99% du temps. C'est des posts qui sont programmés parce que j'aime bien les sortir dans la soirée et pouvoir, une fois que j'ai couché mes enfants, aller voir un petit peu vos commentaires, les premiers retours que vous faites sur les chroniques. Et je prends en général le temps d'y répondre à ce moment-là. Pas tous les jours, certes, parce que je n'aime pas tous les jours le même emploi du temps. Et j'ai pas toujours le temps. Mais en tout cas, je remercie beaucoup les personnes qui continuent d'aller commenter les chroniques sur Instagram. C'est quelque chose qui se fait de moins en moins, ce que j'entends. Est-ce qu'on lit vraiment encore les chroniques sur Instagram? Je suis pas sûre. Est-ce que je continuerai à faire des chroniques sur Instagram? C'est certain. C'est mon carnet de lecture, en fait, finalement. Égoïstement, je continuerai toujours ça, même si demain, plus personne ne lit plus aucune chronique et que la chronique devient totalement has-been. Je crois que j'arrêterai jamais de faire mes chroniques parce que c'est mon journal de lecture. Voilà, c'est mon carnet de lecture. J'ai toutes mes chroniques, tout ce que j'ai lu, tout est sur Instagram. Et j'ai accès à tout. Quand j'ai envie de relire, quand je me souviens pas d'un truc à propos d'un bouquin, des fois je relis la chronique et ça va tout de suite faire remonter les souvenirs du livre. Voilà pour comment je prépare mes posts sur Instagram. Mes réels, c'est pareil en général, je les enregistre à l'avance. C'est vrai que je suis assez... je suis quelqu'un de pas trop spontané à ce niveau-là. J'aime bien prévoir les choses, j'aime bien organiser mes petites semaines, essayer d'avoir un contenu... pas vous poster 4 chroniques de suite, je trouve que ça n'a pas de sens, mais voilà, faire une chronique un jour, faire un réel le lendemain, je trouve ça plus intéressant de varier le contenu pour vous et pour moi. Enfin voilà, je vais rédiger la chronique de La mort dans l'âme de Mathieu Le Serre. C'est le tome 3 d'une saga, c'est le dernier tome. J'ai terminé, c'est vrai que je vous en ai même pas fait l'update, je vais vous en parler très brièvement maintenant. Très brièvement parce que c'est un tome 3 et donc je peux pas tout vous dire. On a un duo de flics que j'aime beaucoup, qu'on suit à travers ces 3 tomes. Une femme, un homme. Les deux sont abîmés par la vie pour des raisons complètement différentes. L'enquêtrice, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette femme, j'aime beaucoup le personnage que Mathieu Le Serre a construit. Et dans ce tome 3, on va avoir une intrigue un peu principale. C'est en fait un tueur en série qui sévit depuis des années, qui est pas très régulier, qui est pas très... qui fait pas un meurtre toutes les semaines, mais qui va faire 3 meurtres d'un coup, puis d'un coup pendant 10 ans, 15 ans, tu vas plus en entendre parler. Et voilà, c'est cet homme-là qui vont traquer dans ce tome. Pour vous donner un peu les détails crus de ces meurtres, il découpe les paupières et les tétons. C'est très particulier. Il va très loin, Mathieu Le Serre, ça je vous l'ai déjà dit dans mes précédents vlogs concernant les 2 premiers tomes parce que je les ai lus il y a pas très longtemps. C'est parfois difficile à lire. On est par moments dans la tête de ce tueur en série. Et je peux vous dire que le mec, il vous glace le sang comme rarement. C'est très bien écrit, c'est très addictif, c'est une très très bonne trilogie que je ne peux que vous recommander vivement. Il achève cette trilogie d'une manière très intelligente. Je me souviens, il y a quelques temps, je l'avais entendu en conférence, Mathieu Le Serre. Je sais plus où, peut-être bien... Enfin, je sais plus, peut-être... Ça devait être au salon de Mulhouse. Ça devait être au Festival Sans Nom que je l'ai entendu en conférence et je me souviens l'avoir entendu dire j'ai écrit cette trilogie mais je savais dès le premier roman comment allait finir le tome 3. Et effectivement, quand tu termines ce 3e tome, tu te dis que la boucle est bouclée. Sachez que je viens de réenregistrer 3 fois cette phrase. Je n'arrivais pas à sortir que la boucle était bouclée. Et ouais, elle est hyper intelligente cette trilogie. C'est dur, c'est difficile pour un cœur de maman, c'est difficile pour les femmes, voilà, c'est un roman qui est sans pitié, qui est très cruel et j'ai adoré, je l'ai trouvé intelligent, j'ai hâte de retrouver la plume de Mathieu Le Serre sur autre chose, voir un peu ce qu'il pourrait nous proposer d'autre que ces 2 personnages. Il a abordé des sujets très difficiles tout au long de cette trilogie. On va parler de violences faites sur les enfants, on va parler un petit peu de terrorisme à une autre échelle, mais ça, pour le comprendre, il faut lire les romans. On va parler des traumas de l'enfance, on va parler de beaucoup de choses. Enfin voilà, je vais pas redire encore une fois que c'était top, mais franchement, c'était génial. Vivement un prochain roman de Mathieu Le Serre. Bon, sur ce, j'écris
ma chronique qui pareil va être très succincte. C'est difficile d'écrire des chroniques sur des suites, des tomes. T'as envie de dire mais ça c'était dingue, mais en fait ça tu peux pas le dire puisque ceux qui n'ont pas lu le tome 1 ou le tome 2 ils sont pas du tout au courant. Et bon, on peut pas spoiler quand même. Je vais écrire cette chronique. Ce soir je vais au restaurant avec ma meilleure amie. Ça fait une éternité qu'on s'est pas fait un resto toutes les deux. J'ai terminé de vous raconter ma vie pleine de trous. Je vous reprends plus tard. C'est moi qui les mettrai sur la plaque les gars parce que la pâte elle est un petit peu friable. Ok. On sort les emporte-pièces. Ouais. Salut, on est sur meilleur pâtissier. Moi je veux faire un bonhomme de pain d'épices. J'ai vu qu'il y en avait un là. Attends, il y a un bonhomme là. Ça va après, vas-y. Tu veux faire un bonhomme aussi? Là, il y a une place. Attends, fais bien. J'ai failli le casser. Vas-y, je le prends. Vas-y. Je vous reprends, on est dimanche et je vous reprends pour vous faire l'update de la dague de velours de donc Rose Castelet aux éditions Hurlevent que j'ai littéralement dévoré. Je pensais le lire en 4 jours et je l'ai terminé hier soir, donc je l'ai lu en à peine 3 jours. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est un coup de cœur. Je vous ai lu la 4e de couverture plus tôt dans ce vlog, je vais vous en faire le résumé à ma manière. Ici on est une dizaine d'années après la Révolution, on est sur une période historique que je connaissais extrêmement mal, voire pas du tout, qui s'appelle le Directoire. On est entre 1795 et 1799. Et dans ce roman-là, on va suivre le retour de Anne. Anne, c'est une femme qui avait été exilée en Angleterre et qui a soif de vengeance et qui revient à Paris pour se venger, pour retrouver son frère Jean-Baptiste. Elle est accompagnée d'une autre femme qui est une jeune veuve anglaise qui s'appelle Octavia. Octavia et elle, en fait, elles se rencontrent lorsque Anne est exilée en Angleterre et qu'elle est dans une tristesse et dans un désarroi infini. Et en fait, Octavia, cette jeune noble, va lui tendre la main. Et elles vont lier à ce moment-là une amitié très très forte. Octavia va vraiment vouer une adoration pour Anne et la suivre partout et accepter presque tout d'elle et la suivre dans le moindre de ses projets, la moindre de ses envies. Et elles vont aller à Paris et elles vont ouvrir un établissement parce que les mœurs sont légèrement évoluées et les Parisiens ont envie de fantaisie, de folie, de soirée. Et elles vont ouvrir ni plus ni moins ce qu'on appelle un bordel. Elles vont avoir 3 prostituées et elles vont s'occuper de cet établissement où le faste aura une grande place. À côté de ça, on va également suivre l'histoire du comte de Grignan, du nouveau comte de Grignan. C'est un homme qui est aux portes du pouvoir, c'est un homme qui va prendre sous son aile un homme qui s'appelle Napoléon Bonaparte. Et ensemble, ils vont vouloir accéder au pouvoir. Voilà en gros le schéma historique dans lequel s'inscrit ce roman-là. Voilà en gros ce que je peux vous dire de l'histoire. C'est presque une suite, j'ai envie de dire, de Aux heures sombres de la tyrannie parce qu'on va retrouver certains personnages principaux. Presque une suite parce que je trouve que contrairement à une suite, il peut se lire totalement indépendamment, que vous comprendrez tous les tenants et les aboutissants. Évidemment, je suis ravie d'avoir lu Aux ombres de la tyrannie avant d'avoir lu La dague de velours parce que je connaissais l'origine de certains personnages, je savais peut-être déjà quelques vices de certains personnages, mais vraiment j'insiste sur le fait qu'il peut se lire totalement indépendamment. Si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, achetez-vous les deux, mais au cas où, celui-ci peut se lire tout seul. J'ai adoré parce que, comme pour Aux heures sombres de la tyrannie, elle va me conter une histoire de vengeance, elle va me conter une histoire de rancœur, elle va me conter une histoire où les femmes ont une place tellement importante. Évidemment, on est dans un monde très patriarcal à cette époque-là, où les hommes ont le pouvoir mais où les femmes ont une telle importance et elle nous le prouve ici. La période là, juste avant le consulat de Napoléon Bonaparte, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est vraiment pas ma période historique préférée et pourtant je rentre dans l'histoire, je suis à fond. Je lis des complots machiavéliques, je lis des complots historiques. Elle a une plume hyper envoûtante, Rose Castelet, elle écrit extrêmement bien. Et puis il y a ce personnage, cette femme Anne, qui a soif de vengeance. Elle veut retrouver son frère. Est-ce qu'il a été guillotiné? Est-ce qu'il est encore vivant? Où est-il? Et elle va recevoir des lettres mystérieuses. Et il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. C'est un roman qui parle d'amour, c'est un roman qui parle d'amitié. Il est très complet, il est très riche. Il fait combien de pages ce roman? Parce que je l'ai lu sur ma liseuse, du coup je m'en rends pas trop compte. Il fait 445 pages et il est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Je trouve qu'il est peut-être un petit peu moins tourné sur le côté historique que son précédent roman, mais
ça ne m'a pas déplu du tout parce que je m'attache à tous ces personnages et à cette Anne qui est assez énigmatique en fait. Vous verrez, elle a construit un personnage que je trouve très intéressant. J'en profite parce que je ne vous avais pas montré lors de mon unboxing, plutôt dans ce vlog, l'illustration qui accompagne le roman. Elle est magnifique cette illustration. Elle reflète parfaitement l'ambiance du roman. Et puis je vous ai pas montré les hauts de page, les chapitres. Absolument fabuleux. Avertissement, violence physique et sexuelle, sang et sexe. Il y a des scènes très difficiles à lire dans ce roman. Il y a des meurtres et puis il y a surtout l'emprise de certains hommes sur certaines femmes qui est parfois très sensible. Ah oui, et dans le colis, il y avait également ça, que j'ai retrouvé après en farfouillant parce que les filles avaient dit il y a un tout petit truc que j'avais pas vu au début, donc du coup j'ai fouillé et finalement j'ai retrouvé cette petite fiole qui contient je ne vous dirai pas quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la dague de velours de Rose Castelet. Foncez si vous aimez les romans historiques, si vous aimez les romans avec des femmes extrêmement puissantes, parce que Rose Castelet elle est passionnée par cette période historique et ça transpire sur chacune des pages. Enfin voilà ce que je pouvais vous en dire. Du coup, entre temps, j'ai attaqué un autre roman dont je ne pourrais absolument pas vous parler puisque c'est une épreuve non corrigée. Je peux vous dire que c'est une épreuve non corrigée pour les éditions Hurlevent, mais je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce dimanche. Je vous reprends plus tard. Dimanche soir avec les garçons, on a regardé Rêve Productions, c'est une mini-série en 4 épisodes sur Disney+. Et en fait, c'est l'histoire de ce fameux studio des rêves qui est dans la tête de Riley. Et en gros, l'histoire, c'est cette réalisatrice qui est devenue un peu has-been et qui doit apprendre à se renouveler. Et on a trouvé franchement que c'était pas mal du tout. Owen est en train de faire du rangement. Je vous reprends, on est lundi et je vous reprends pour un petit unboxing. Alors, ça me vient des éditions Verso, je pense. Tout à fait. Où tu seras reine de Christelle Duchamp, son nouveau thriller qui va paraître aux éditions Verso. Quand est-ce que ça paraît? Ça doit être marqué là-dessus, le 17 janvier 2025. Je vais essayer de le lire très vite. Maud, 25 ans, entretient une relation fusionnelle avec sa mère. Quand sa psychiatre lui explique que ce lien l'empêche de s'épanouir, la jeune femme décide de prendre ses distances avec la figure maternelle. Jusqu'au jour où Maud découvre sur son répondeur un message paniqué de cette dernière, un message qui se conclut par « Je l'ai tué ». Maud se précipite dans la maison de son enfance, commence alors une chasse au trésor funèbre qui va l'amener pièce par pièce à exhumer d'inavouables secrets de famille. Normalement, elle est très forte, Christelle Duchamp, sur les 8 clos, donc j'ai vraiment trop hâte de le lire, de découvrir sa nouvelle histoire. J'en ai lu 2 de Christelle Duchamp et les 2, je les ai adorés, donc vivement que je lise celui-ci. Un très grand merci aux éditions Verso pour l'envoi et à Christelle Duchamp parce que j'ai vu qu'il était dédicacé. On est le 23, avant-dernier jour des calendriers de l'Avent. Je vais ouvrir mes cases du jour avec vous. On va commencer par les madeleines. Caramel, beurre salé, coque, chocolat au lait. Le calendrier de l'Avent Maison Colibri, il est vraiment très bon. Après, j'adore les madeleines de chez Maison Colibri. C'est pas la première fois que je l'ai et franchement, je l'adore. Si vous aimez les petites gourmandises l'année prochaine, n'hésitez pas sur ce calendrier de l'Avent. Le thé. Alors, le thé, c'est un Rooibos Canisoun. C'est bizarre comme nom, ça. Faudrait que tu vas manger un canigou, pâté pour chien. Arôme, melon, amande, amande amère, fleurs d'oranger, pétales de fleurs, huiles essentielles d'orange sanguine. Je vais goûter ça. 23. Berry White Choc. Des gros morceaux, hein. Calendrier de l'Avent d'Aman. J'ai pas fait des découvertes extraordinaires. Après, j'ai vraiment pas tout bu. Donc peut-être que je pourrais vous en reparler à un autre moment plus tard dans un prochain vlog. Pour vous faire une idée, par exemple, pour vous donner des idées plutôt pour l'année prochaine. Et alors, le calendrier My Muesli, je suis quasiment certaine de le reprendre l'année prochaine. Je l'avais payé plutôt cher, je trouve, pour des céréales. J'avais payé 70 €. Mais comme je vous l'ai déjà dit, donc ça fait 2 petits déj, j'ai 48 petits déj dedans. Et franchement, c'est super cool pour découvrir la gamme parce que j'ai eu 24 boîtes complètement différentes avec des goûts complètement différents et à chaque fois, j'ai vraiment kiffé les goûts. Si jamais vous voulez découvrir les produits My Muesli, j'ai un code parrainage qui m'apporte des points et qui vous permet à vous d'avoir un petit coffret, je crois, de 6 boîtes. Alors, je pense que c'est des boîtes plus petites que celle-ci. Mais bon, au cas où, je vous mets tout ça en barre d'infos. Cardamome ambré.
je sais pas. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. J'ai l'impression que tu rentres dans un institut de beauté. Bonjour, bienvenue chez Sephora. Ça sera celle qui brûlera dans mes toilettes. Et le calendrier de l'Avent des bougies de Charou, bah j'ai vraiment kiffé aussi. J'ai eu plein de senteurs complètement différentes. Alors ça, après les odeurs, évidemment, chacun a ses propres goûts. Dans l'ensemble, j'étais plutôt contente parce que j'ai pas eu de trucs ou beaucoup de trucs où je me suis dit, bon, par vraiment la bougie au coin du feu où ça sent le cramé, y a rien d'autre qui m'a fait me dire bon, c'est vraiment pas ouf, je la ferai pas brûler, à part celle-là, parce que vraiment j'ai pas envie que ça sente le cramé chez moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Cet après-midi, on va aller au cinéma avec les garçons, on va aller voir Mufasa. On fera un petit débrief de ce film demain. Tu crois qu'il y aura Pumba, toi, dedans? Il y aura moins de personnages en tout cas. Bah, on verra bien. On sort de Mufasa. Et c'était comment? Méga bien. On a un convaincu. Je vous débriefe ça demain. Je vous reprends, on est mardi 24 décembre. On s'apprête à partir pour aller faire Noël. Mais avant ça, je voulais venir clôturer ce vlog. Il y a deux petites choses que je voulais vous dire. La première, c'était pour vous débriefer très rapidement Mufasa. J'y allais extrêmement pessimiste. J'avais pas du tout aimé le film du Roi Lion parce que c'était un mauvais copier-coller, j'avais trouvé du dessin animé. C'était soit tu copies-colles exactement à l'identique, soit tu apportes beaucoup de modifications, et j'ai trouvé du coup que c'était un copier-coller pas hyper intelligent. Le Roi Lion, c'est le dessin animé de mon enfance. Je suis hyper exigeante avec le Roi Lion. Et du coup, ouais, Mufasa, j'y allais très pessimiste. Et j'ai adoré. On a adoré tous les trois. J'ai trouvé l'histoire très belle. J'ai trouvé... Alors, autant les images, au début, je trouve qu'il y a un temps d'adaptation. Je dirais pas que les lions, je les trouve mal faits, parce que finalement, je les trouve très beaux. Mais il faut le temps, voilà. Que je rentre dans l'histoire, que je m'habitue à ces lions, etc. Parfois, Nono, il avait du mal à différencier Mufasa et son frère, et c'était un petit peu compliqué. Après, pour moi, l'adulte, c'était très clair. Je voyais toujours qui était Mufasa, qui était son frère. Mais par exemple, pour Nono, ça a été plus compliqué. Enfin bref, j'ai adoré l'histoire de Mufasa. Comment est-il devenu ce grand roi des lions que l'on connaît? Faut quand même savoir que c'est quand même lui qui m'a fait plus chialer quand j'étais petite. Enfin bref, agréablement surprise. J'en attendais rien. Mais Nono est un grand fan du Roi Lion, donc évidemment je ne pouvais pas passer à côté. Peut-être même que j'y serais pas allée si j'avais pas eu Nono. Mais bon, du coup on y est allé et il y a zéro regret parce que franchement j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré tout un tas de clins d'œil. On découvre la naissance de certaines choses que l'on connaît par cœur dans le Roi Lion, et j'ai trouvé tous ces clins d'œil super intéressants, super intelligents. Enfin bref, allez voir Mufasa, faites-vous votre propre avis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes allé le voir, ce que vous en avez pensé. Je suis curieuse en fait, parce que je suis tellement surprise d'avoir autant aimé que j'ai l'impression que... En fait, j'espère que vous aimerez tout autant que moi, si vous êtes un fan inconditionnel du Roi Lion comme moi. Sinon, je voulais vous parler d'un livre jeunesse qu'on a lu avec les garçons. Et il s'agit de Monsieur le Lapin Blanc de Benjamin Lacombe aux éditions Margot. En fait, on connaît parfaitement l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, on connaît parfaitement l'histoire de cette petite fille. Mais est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire de ce petit lapin dont la ponctualité n'est pas le point fort? C'est cette histoire-là que va nous raconter Benjamin Lacombe dans ce livre jeunesse. On va découvrir un petit lapin qui, même à sa naissance, était en retard. On va ensuite le découvrir dans sa petite famille avec tous ses frères et sœurs Lapro. Ils sont super mignons les Lapro avec leur petit duvet. Benjamin Lacombe a un trait de crayon reconnaissable parmi tous les autres traits de crayon, je trouve. Il a un talent incommensurable pour moi. Et ce petit lapin m'a beaucoup touchée. Il nous montre un petit lapin extrêmement sensible. Et on va suivre en fait son évolution. Et surtout, en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va réussir à survivre à cette méchante reine avec sa sensibilité? Et voilà, j'ai trouvé cet album très personnel. Je crois qu'il y a mis beaucoup de lui, Benjamin Lacombe, dedans. Et je l'ai trouvé absolument incroyable. Évidemment, on le connaît déjà sur Alice, on le connaît déjà sur la méchante reine, on le connaît déjà sur ces dessins-là, mais ici, il nous propose un album en solo absolument merveilleux. Je vais vous montrer les petits lapins quand ils sont tout petits. Je les trouve vraiment magnifiques. Allez, encore une et après j'arrête. Voilà.
C'est un album qui coûte 19,90 mais c'est vraiment un album que je vous recommande parce qu'il est sublime, parce que l'histoire est très jolie. Si vos enfants aiment les contes, eh ben, ils pourront être que ravis en fait de découvrir une autre version entre guillemets d'Alice au Pays des Merveilles, parce que là on suit le petit lapin blanc. J'aime toujours moi découvrir certains personnages secondaires à travers leur propre histoire, et ici je trouve que Benjamin Lacombe le fait extrêmement bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter, partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous reprends très vite pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.